C'est Europe 1, nous accueillons Vladimir Fedorovski. Bonsoir à vous, écrivain, 57e livre, porte-parole de la perestroïka, spécialiste de la diplomatie quand même, on a le droit de le dire. Quand même, autrefois, 57e livre, mais alors, actualité totale. Poutine, Trump et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire. On est au cœur du sujet, Vladimir Fedorovski. On est dans l'ambiance surréaliste, le livre est surréaliste, les clés historiques, psychologiques, c'est pas du tout inventé, c'est une longue enquête ce que dit Poutine en petit comité, et ça donne des clés pour le monde si dangereux qui nous attend. Est-ce que nous sommes à un moment de bascule, Vladimir Fedorovski? Faut-il redouter la menace russe? On va juste écouter Donald Trump puisqu'il va s'exprimer demain, enfin il va parler demain avec le président Poutine et il explique que voilà ce qu'ils vont évoquer tous les deux. D'abord Donald Trump et M. Fedorovski. Tout se passe bien avec la Russie. On pourra peut-être annoncer quelque chose mardi. Je parlerai avec le président Poutine demain. On a beaucoup travaillé ce week-end. On verra si on peut arrêter cette guerre. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on a une grande chance que oui. Quelles concessions fera Poutine pour conclure l'affaire? On parlera de territoires, beaucoup de territoires, très différents depuis l'avant-guerre. On parlera de centrales d'énergie, c'est une grande question. Beaucoup de sujets ont été abordés par les deux parties. On parle déjà de diviser certains avoirs, et ils travaillent sur cela. Voilà pour Donald Trump, vous qui connaissez bien Poutine, Monsieur Fedorovski. Je connaissais bien Poutine, mais surtout j'ai connu tous les autres. Ceux d'avant. Mais là, c'est lui qui est en ce moment au Kremlin. Est-ce qu'il a les moyens, Donald Trump? Il parle le bon langage pour négocier avec Poutine, selon vous? Je pense que oui. Je pense que oui, franchement. C'est pas un langage d'un diplomate, mais c'est un langage d'un homme d'affaires. Ceux qui aiment bien Trump, ceux qui a plan B, plan A, et puis tout est son contraire. Un peu de Macron quand même. Vous savez, tout ça, c'est ça. Il y a plus de chances qu'il réussisse. Tout d'abord, militairement, Poutine il a plus de marge maintenant. C'est lui qui avance beaucoup. Surtout, l'affaire de Kursk était vraiment sous-estimée. Ici, c'est un moment qui a changé la donne. Oreshnik, vous avez si bien dit, cette fusée balistique, ça change la donne. Poutine, il a plus de possibilités de résister sur la pression, par rapport à la pression de l'armée. Parce que l'armée, quand même, pousse à continuer. On va écouter, on va continuer à parler de tout ça. On va juste écouter Vladimir Poutine, justement, qui reconnaît qu'il s'entend mieux avec Donald Trump qu'avec Joe Biden. Afin de mettre en œuvre efficacement l'appel du président des États-Unis d'Amérique, nous avons besoin d'un ordre de la part des dirigeants militaires et politiques de l'Ukraine à ces unités militaires pour qu'elles déposent les armes et se rendent. Nous savons que la nouvelle administration dirigée par le président Trump fait tout pour restaurer au moins une partie de ce qui a été pratiquement réduit à néant, détruit par la précédente administration américaine. Mais ce n'est pas un processus facile. Voilà pour Vladimir Poutine. Est-ce que la Russie constitue une menace aujourd'hui pour l'Europe, selon vous, M. Fedorovski? Non. Non. Pourquoi? Je vais vous dire, moi j'étais longtemps diplomate, et Dieu sait que j'ai soutenu le président Macron quand il a voulu, vous comprenez, négocier sur ça. Et évidemment, il faut voir clair. Mais pourquoi je suis très net sur ça? Moi, j'ai étudié Poutine, j'ai fait 6 livres sur lui. Je connais la bête plus que vous. Vous comprenez, Poutine est tout sauf fou. Il ne transgressera jamais l'article 5 de l'OTAN. Vous comprenez? S'il transgresse, c'est la guerre mondiale. Il est conscient de ça. Et c'est pour ça, bien sûr, il faut être, cela va sans dire qu'il faut avoir la dissuasion. Et je suis le premier à dire qu'il faut avoir les dissuasions. Mais dans la volée de la sécurité, pour être sérieux, et on a travaillé beaucoup ça autrefois avec Mitterrand, avec Chirac, avec les autres, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect militaire, dont on parle tout le temps, la guerre, etc. Et il y a l'aspect diplomatie.
je serais ravi si la diplomatie revient au devant de la scène. Alors, ça veut dire qu'elle a disparu. Gauthier Lebret. Oui, Vladimir Fedorovski, pardon. Volodymyr Zelensky. Oui. Je suis d'origine ukrainienne, ça me... La question, c'est est-ce qu'il y aura des troupes européennes au sol en Ukraine? C'est la volonté de la France, c'est la volonté du Royaume-Uni pour donner des garanties de paix aux Ukrainiens au cas où Vladimir Poutine, pour le coup, ne respecte pas cette nouvelle frontière avec, pourquoi pas, le Donbass et la Crimée qui lui reviendraient. Comment on trouve un terrain d'entente sur ce point précis? Je vais vous dire, pour les troupes, il y a 3 solutions. Et vous savez comme mieux. Vous me rajeunissez. Dans le temps, j'étais spécialiste, vous savez, des casques bleus. Aux Nations Unies, je travaillais casque bleu. Pour casque bleu, il faut avoir l'aval du Conseil de sécurité. Là-dedans, il y aura 2 pays qui vont voter contre, c'est les Russes et les Chinois. Casque bleu, ce n'est pas l'ordre du jour. Une autre solution pour envoyer les troupes, c'est d'avoir l'accord de 2 parties. Pour l'instant, il y a l'accord des Ukrainiens, il n'y a pas d'accord russe, et les Russes le répètent, qu'il n'y aura pas. Il y a troisième solution, d'envoyer tout simplement les troupes sans accord de quelqu'un, mais dans ce cas-là, ce n'est pas les forces de la paix. Et sur ce plan-là, quand tout le monde parle de la nécessité de voir l'ouverture sur la paix, c'est peut-être très important d'accentuer, vous savez, la diplomatie. Je pense que quand on pose la même question à Trump, j'étais étonné l'autre jour, lui et surtout le secrétaire d'État, Rubio, ils ont commencé à parler, bien sûr, les Européens sont bienvenus dans le processus, mais pour parler des sanctions, comment s'éloigner des sanctions, c'est-à-dire nous sommes devant le choix très difficile. Il y a un aspect, vous avez raison. Pour que je vous comprenne bien, vous pensez que les casques bleus seraient acceptés par les 2 parties? Non, les casques bleus, peut-être il y aura l'accord. Mais vous savez, on parle surtout, les Ukrainiens, ils parlent surtout de la garantie de sécurité. Hier, j'ai relevé chez Trump le désir de revenir, vous savez, à cet accord qui a été capoté autrefois par l'accord d'Istanbul, si vous vous souvenez, etc. Et ça, c'est un accord qui prévoyait les garanties de sécurité. Mais pour les garanties de sécurité, ce n'est pas nécessairement d'envoyer les troupes. Mais il ne faut pas anticiper. Je suis encore une fois d'accord avec Trump. Il dit, passons étape par étape. Pour l'instant, ce n'est pas l'étape. Il faut commencer à avoir tout d'abord l'accord et après voir comment ça Vladimir Fedorovski, oui. Vous êtes notre invité sur CNews et sur Europe 1. On a commencé l'émission en parlant de Raphaël Glucksmann, un homme politique de gauche, qui demandait aux États-Unis de rendre la statue de la liberté. Écoutez, ça a ému à ce point-là la Maison-Blanche que la porte-parole s'est fondue d'un commentaire acerbe en réponse à cette demande de restitution de la statue de la liberté. Écoutez ce qu'elle dit, c'est énorme. Il y a un membre français du Parlement européen qui pense que les États-Unis ne représentent plus les valeurs de la Statue de la Liberté. Il veut que la Statue de la Liberté revienne. Est-ce que le président Trump va la renvoyer en France? Absolument pas. Mon conseil à ce mauvais politicien français inconnu est de se rappeler que c'est seulement grâce aux États-Unis que les Français ne parlent pas allemand maintenant. Alors, il devrait être très reconnaissant envers notre grand pays. Voilà, les Français devraient se rappeler que c'est grâce aux Américains qui ne parlent pas allemand. C'est envoyé. C'est grâce aux Français que les Américains ne dépendent plus de la couronne anglaise. Oui, bien sûr. Mais c'était tellement évident comme réponse. Oui, et puis elle a résumé en disant cet eurodéputé inconnu. Donc, au fond, il a ce qu'il a cherché à avoir, Raphaël Glucksmann. C'est très bon pour lui. On interroge même maintenant la porte-parole de la Maison-Blanche. Donc, c'est du buzz. C'était le but. Il ne pensait pas sérieusement qu'on allait nous renvoyer la Statue de la Liberté. Donc, le but. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pour quelqu'un qui ne veut pas ressembler aux députés de la France Insoumise, on dirait une stratégie de communication digne de la France Insoumise. Petit buzz, réponse de la Maison-Blanche, gros buzz, punchline chez Laurence Ferrari, le Graal. Donc, Graal, vous avez bien précisé. Donc, on dirait vraiment une stratégie d'un député TikToker de la France Insoumise. J'aimerais qu'on continue et qu'on termine avec vous jouez le jeu. Évidemment, nous sommes là pour jouer le jeu, mais c'est un jeu dangereux qui est le jeu de la guerre. Vraiment avec un champ lexical très guerrier qu'on a vu émerger
chez nos dirigeants politiques. Certains s'en émeuvent, pas nous. Vous pensez qu'on est à un moment, encore une fois, et je vous repose cette question parce que les téléspectateurs et les auditeurs sont très inquiets, Vladimir Fedorovski. Bien sûr, mais ils ont raison. Est-ce que, encore une fois, Poutine peut avoir des velléités sur l'Europe, peut nous menacer directement? Le résultat, c'est que la France va sans doute se réarmer, l'Union européenne tente d'avoir une réponse coordonnée, mais est-ce qu'il y a, encore une fois, un vrai risque? Il y a deux aspects complètement différents. Il y a l'aspect, c'est une nécessité, à mon sens, de créer une industrie militaire complexe, de développer l'industrie militaire, etc. Mais vous parlez à un fossoyeur de la guerre froide, un des fossoyeurs de la guerre froide. Je vous assure, il faut être très précis, et c'est le moment de bascule, comme vous avez si bien dit. On a une petite chance de nous éloigner de la guerre mondiale qui nous hante. Et dans ce genre de situation, il faut être très précis, très pointu. Il ne faut pas prendre ses désirs pour les réalités. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vendre la peau de l'ours avant de le tuer. C'est ce que fait Emmanuel Macron? Non, pas du tout. Je n'oserais pas. Encore une fois, vous me poussez vers la jeunesse. Vous me poussez à commenter, quand j'étais porte-parole de la perestroïka, j'ai toujours commenté les paroles du président. Maintenant, je vous exprime mon avis et votre intérêt, c'est de m'écouter parce que j'étais au cœur vraiment au cœur. C'est toujours notre intérêt de vous écouter, Vladimir. Par exemple, vous comprenez, ça me hante aujourd'hui. La question la principale, mais aujourd'hui, vous savez, c'est comment il faut respecter cette possibilité d'avoir une trêve, Comment il faut respecter? Je me souviens, je vais vous rappeler les souvenirs de ma jeunesse. Ça me rappelle un peu Kissinger. J'ai connu bien Kissinger. J'ai eu 20 ans. Vous imaginez, Brezhnev embrasse Kissinger sur la bouche. On s'en souvient. Il dit, maître, mais c'était dur. Et il a dit, pas du tout, c'est pour la paix. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un monitoring de l'espace à l'époque de cessez-le-feu entre les Israéliens et les Égyptiens. Et je pense que demain, ils vont discuter des affaires trop sérieuses, au-delà de construction de l'affaire de Trump, au-delà de vente vous savez, de pipeline, de gazoduc, Nord Stream, ce sont des grandes affaires, au-delà de la coopération dans l'Arctique, parce qu'il y a beaucoup... C'est un nouveau Yalta que vous nous annoncez. Non, pas du tout. Yalta, c'est un autre contexte. Et il y avait vraiment, c'est presque comme Ivan le Terrible, c'est Staline. Ça, c'est d'autres choses. Mais ça, c'est un autre niveau, mais les sujets seront nombreux. Mais dans l'immédiat, vous me connaissez, je vous ai dit toujours, on allait tout droit vers la guerre mondiale et d'un coup, il y a une petite lueur d'histoire. C'est pas sûr, mais je sens quelque chose. Il y a peut-être cette possibilité et je souhaite beaucoup que la France joue sur ce plan le rôle actif. Je vous dis encore une fois la volée militaire dont on a parlé et évidemment le retour de la diplomatie qui était presque tuée. Et pour revenir à votre sujet de tout à l'heure, la diplomatie, parfois la communication remplace la diplomatie. Allez, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire chez Ballon. Vladimir Fedorovski, merci à vous tous d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1.